à notre deuxième petite séquence de pitch avec la même règle que tout à l'heure. 5 minutes. 5 minutes étant évidemment un max. Quelqu'un qui peut faire un peu moins, il fait le droit. Donc on va d'abord faire passer le projet qu'on repêche tout à l'heure, le projet de fiction, donc cas paradoxe, et ensuite on enchaînera, préparez-vous, avec En attendant Léo, puis Écotopie, puis La cabine, puis Mesdames, Messieurs. Donc là, la parole est à cas paradoxe pour 5 minutes. Bonjour. Donc le projet Cas paradoxe est issu d'une idée originale d'un auteur écrivain qui s'appelle Jeff Balek et qui est coécrit par Camille Lacroix qui est ici et moi-même, Mathias Abramovich. Je m'appelle Jack Six. Faut que je te raconte l'histoire depuis le début. Ça a commencé par une dizaine de cadavres. Je fais partie du collectif des rongeurs. On est là pour s'insurger contre l'essor des nanotechnologies, particulièrement par rapport à ce qu'est en train de mettre en place la canne à X. Renseignez-vous, c'est super important, c'est la nouvelle pandémie sanitaire de demain. Les gens ne se rendent pas compte de la gravité des faits. Allez au moins voir sur le site. Renseignez-vous. C'est très important. Ça vous concerne. Ils ont déjà commencé à faire des tests sur des cobayes humains. C'est ça, ils s'en fichent un peu de ce que le monde va devenir. Moi, je comprends pas en fait, de pas se poser des questions sur l'avenir. Je crois que ceci est un avertissement. Cas paradoxe propose d'explorer un avenir proche. Comment allons-nous vivre dans les prochaines années, dans un monde où le numérique redéfinit petit à petit les relations qu'on a avec les autres et transforme nos usages du quotidien? Nous tous, on pense qu'on est au cœur d'un bouleversement aujourd'hui. Mais nous ne sommes qu'aux prémices. Cas paradoxe, c'est une expérience collective qui se sert des technologies d'aujourd'hui pour questionner celles de demain. Si nous transformons notre cerveau et notre corps pour augmenter nos capacités, serions-nous tout de même heureux? Et est-ce que notre intégrité physique, finalement, n'est-elle pas déjà complètement corrompue par les données et les traces numériques? Surtout, quelle est la place de notre libre arbitre dans une réalité de plus en plus fausse, dans une réalité de plus en plus artificielle? À travers une allégorie transmédia, Cas paradoxe vous propose d'explorer un monde qui nous attend. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, merci pour le pitch. On peut vous appeler. Gilles ou Alexandre, même punition que tout à l'heure. Si une question vient, tant mieux, sinon tant pis. Je veux juste savoir où vous en êtes de votre projet. Alors,
C'est un projet en fait qui s'appuie en fait sur une ville numérique qui existe depuis 4 ans et qui a une communauté existante qui s'appelle Youmington. Et donc dans ce projet un peu itératif, exactement, on a déjà produit et diffusé plusieurs formats. Une expérience de tweet fiction qui racontait des premières expérimentations sur les nanotechnologies. On a fait un événement réel avec des manifestants que vous avez pu voir dans la première vidéo. Et on a produit une web-série, un 22 x 5 minutes, qu'on est en train d'un peu de remasteriser. Et là, on est en développement pour une série télé qu'on cherche à coproduire, ou en tout cas à produire. Merci. Et par ailleurs, je rajoute un dernier truc, tout cet univers-là, il y a également les livres de l'auteur qui viennent de sortir chez Brajlon. Donc il y a 2 e-books qui s'appellent Le Rêve Oméga et qui constituent aussi un opus de l'ensemble de l'univers narratif. Non, c'est très cool. Je ne sais pas si vous restez après, moi je veux bien qu'on en discute. Bon, ça tombe bien, il y aura un cocktail pour discuter. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo. En attendant Léo, c'est parti. Donc bonsoir, Nathalie Frassoni. Et donc Frédéric Bouvier. Voilà, on est les 2 co-auteurs du projet donc, de web création En attendant Léo qui part sur les traces de Léo Ferré. Voilà, on propose de découvrir tout son univers et toute son œuvre par ce web documentaire, cette web création plutôt. Donc en fait, on est en phase de développement. Ce que vous allez voir est une sorte de carnet de croquis, une proposition, une sorte de bande-annonce préparatoire qui permettra de sentir un petit peu le parfum qu'on voudrait donner à cette expérience. Un écran. En bas à droite, là. Là. Hop. Tiens. Là, t'y arrives. Vas-y, Nat, peut-être. Ouais, bien vu. S'il n'est pas à plein écran, c'est pas forcément trop grave. Tout le monde est parti. Et c'est comme ça que je suis parti, sans voir personne. Tout était vide, partout. Faites-moi plaisir, je m'en vais. Je vous souhaite bonne nuit. N'applaudissez pas à cette chanson. C'est super sympa de vous arrêter. À cette heure-là, c'est une chance. Et puis depuis le temps qu'on galère... En fait, on fait du stop et on aimerait bien que vous nous embarquiez, si c'est possible. Il n'y a pas de place pour cette caisse là où je vais. Elle est à vous, tout ceci est à vous. Alors si encore on est tombé, qu'est-ce que je fais dans ce siècle? Dans ce monde, qu'est-ce que je fais ici? Le mec de la radio, c'est lui, c'est Léo Ferré. Ok, donc on fait quoi? J'ai envie de la prendre, cette route. Je vais te raconter un truc. Je suis à l'ébullition permanente, mais ça se voit pas. Je n'habite pas avec les poètes, je pense qu'ils habitent avec moi. L'amour, ça efface tout, quoi. Puis des fois, je suis comme un enfant, je crois au Père Noël, comme vous tous, quoi. Quand pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Léo Ferré, né le 24 août 1916, à Monte-Carlo, 9 avenue Saint-Michel. J'ai 3 ans et demi et 100 000 ans. Quand on radinera.
Comme on a tendance à le dire, en fait, pour prendre la route, il faut être 2. Pour choisir une direction, il faut être 3. En fait, le procédé que vous avez peut-être ressenti en voyant cette bande-annonce, c'est qu'effectivement, l'internaute prend les commandes de la voiture de Léo Ferré et va avoir ensuite le choix d'aller dans telle ou telle direction et, en compagnie de ces 2 autostoppeurs, d'aller rencontrer des gens qui ont croisé ou qui aiment Léo Ferré, qui s'en revendiquent. Et tout ça va être traité sous un mode fictionnel. Ces rencontres vont se faire de manière très fictionnelle, avec des fois des imprévus, pas de naissance, des hasards, un autostoppeur que l'on prend ou que l'on ne prend pas. L'internaute, ainsi, à chaque fois qu'il prend une décision, on retient les conséquences. Et effectivement, chaque choix aura ses conséquences. Dernière petite chose avant de te laisser la parole, c'est que la voix de Léo Ferré est présente continuellement dans cette voiture, sous la forme de cette radio qui diffuse sa voix. Voilà. Et donc, bon, pour tous les aspects technologiques, on y a pensé, enfin, on est en train de développer ça. Comme vous disiez tout à l'heure, enfin, M. Brachet disait tout à l'heure, on fait et on défait tout le temps, constamment. Donc là, c'est vraiment un work in progress. Et voilà, mais ce qu'on pense, c'est que voilà, Léo Ferré, c'est un sujet qui nous tient à cœur, c'est une personne, et on pense sincèrement que sa parole, ce qu'il a dit, ça doit être transmis, et d'autant plus aujourd'hui. Voilà. Et pour terminer, s'il me reste 10 secondes, je voulais remercier le pôle média. Je voulais aussi remercier Commune Web qui s'occupe du développement web et aussi de l'équipe qui commence à nous entourer durant ce développement. Je pense à Alice et à Marc qui sont dans la salle, qui ont été héroïques. Voilà, merci. Merci beaucoup à tous les 2, bravo. Alexandre, du coup, t'es tout seul maintenant à devoir... Ouais, non, mais j'ai pas peur, attends. Pas peur, même pas peur de Léo Ferré. Hein. Bah non, moi j'adore Léo Ferré. Non, bah ça me fait penser aussi à Prison Valley, c'est-à-dire que c'est des choses que nous on a adoré explorer. Comment tu racontes une histoire en essayant d'y mettre... y a que le mot jeu qui me vient, jeu vidéo, mais le jeu vidéo aujourd'hui, les codes, je dirais, non pas uniquement graphiques, mais cette quête, cette exploration... oui, moi je crois qu'on peut vraiment mélanger les genres et qu'on peut mélanger du Léo Ferré avec une forme de quelque chose de ludique qui met l'internaute au cœur. Enfin, moi je suis convaincu, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a voulu faire. Merci, bravo et bonne route pour la suite. Ecotopie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Monica Regas. Je suis co-auteur et producteur d'Ecotopie pour Nord-Sud Productions avec Christian Porey qui est là-bas, qui aussi est le réalisateur. Le titre Ecotopie évoque l'écologie et l'utopie. Ecotopie nous invite à une expérience documentaire interactive et contributive multi-écran pour ordinateur et tablette, composée de 2 parties complémentaires. Des voyages documentaires en immersion dans 7 écoquartiers européens, un bloc enrichi qui fonctionnera comme une bourse d'échange. Ecotopie aspire à devenir une plateforme de débat sur le mieux vivre ensemble. Car l'utopie écologique, c'est pas seulement manger des carottes bio et vivre dans des bâtiments en basse consommation. C'est aussi d'expérimenter des modes de vie plus apaisés et des relations humaines plus riches. C'est quoi un écoquartier? Tout d'abord, il est unique, il s'inscrit dans un contexte local. Il se veut durable, beaucoup plus qu'écologique, en favorisant le développement économique, la qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale. Mais vivre dans un écoquartier implique en tout cas impliquer certaines contraintes, une pédagogie adaptée et une adhésion à ses principes fondateurs. L'utilisateur d'Ecotopie apprend l'histoire et le fonctionnement des écoquartiers en allant voir comment vivent leurs habitants à travers une vingtaine de séquences vidéo d'environ 3 minutes, chacune tournée dans 7 écoquartiers significatifs en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Là, c'est Faux-la-Montagne dans le Limousin. Ça, c'est la ZAC Clichy-Batignolles pour ceux qui habitent à Paris. Toujours la ZAC Clichy-Batignolles. Ça, c'est... On va y arriver. Prenons l'exemple de Jørgen, un habitant de Eva-Lanxmer, que vous voyez ici, aux Pays-Bas, qui est un des écoquartiers pionniers les plus emblématiques, avec BZ à Londres, au Fribourg, Vauban à Fribourg en Allemagne. À l'époque, dans les années 90, vivre dans un écoquartier était un acte politique, militant. On était en plein dans l'utopie. Jørgen, qui est arrivé après les 80 premiers habitants créateurs d'Eva-Lanxmer, a bien signé la charte qui demandait à tous les nouveaux arrivants interdit d'employer de la javel, de mettre des clôtures devant chez soi, de garer sa voiture ailleurs que dans le parking extérieur, obligation de respecter ses voisins et leurs principes, etc., etc. Tout ça très calviniste, je trouve, mais bon. Mais Jørgen n'est pas d'accord sur ces règles si rigides. Il a besoin de sa voiture tout le temps devant chez lui. Il veut que ses enfants s'habituent à la circulation.
Et ils revendiquent d'avoir acheté une voiture propre au lieu des vieilles guimbardes qui dorment dans le parking et qui sont super polluantes. D'autres habitants s'insurgent contre le manque d'intimité, car non seulement il n'y a pas de clôture, mais tout le monde laisse sa porte ouverte. Alors, dans un écoquartier beaucoup plus récent qu'on va traiter aussi, le Pico Vert à Tournai en Belgique, les architectes ont opté pour un système de maisons mitoyennes qui préserve la vie des habitants. Et la vie de la collectivité, la première photo que vous avez vue, c'était aussi chez eux. C'est de toutes ces expérimentations et de toutes ces contradictions dont nous parlerons dans ces courtes séquences documentaires. Nous tournerons, comme toujours chez Nord-Sud, en immersion et en empathie avec nos protagonistes. Mais nous déborderons des écoquartiers pour entrer dans un quotidien beaucoup plus immédiat. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter un écoquartier. Pas encore, en tout cas. Nous habitons toujours dans des immeubles, dans des quartiers, des cadres de vie que nous subissons sans pouvoir interférer sur eux. Comment pourrions-nous appliquer cette expérience des habitants des écoquartiers dans notre vie quotidienne, avec nos amis ou nos voisins? Donc, à l'aide d'un moteur de recherche par mots-clés, en lien avec les réseaux sociaux et en partenariat avec des sites de la Galaxie collaborative, le blog enrichi d'Ecotopie propose, échange et demande à l'internaute des clés, des outils pour modifier son comportement tout de suite, à l'échelle de son immeuble, de sa rue, de son palier ou de sa communauté. Pas modifier complètement, ça serait compliqué, mais par petites touches, par des petits riens, des coups de main, des idées, je ne sais pas, pour végétaliser la cage d'escalier, pour partager une perceuse, pour convaincre la gardienne de ne pas tout laver à l'eau de Javel, par exemple. Chacun pourrait y aller de son petit geste. Donc Ecotopie commence sur le pas de notre porte, et il est amené à se prolonger par des expériences sur le terrain. L'imbrication entre les films et le bloc enrichi restera étroite tout au long de l'expérience, mais nous cherchons à ce que l'internaute aille plus au-delà de ce qu'il va découvrir ou échanger par le biais d'Ecotopie, qui fasse sien le défi d'Ecotopie. Comme les écoquartiers eux-mêmes, le site sera en perpétuelle mutation. L'idée serait qu'il nous échappe, qu'il puisse vivre sa propre vie après la durée prévue de la mise en ligne. Avant d'être sélectionnés au labo, donc merci au pôle, nous avions reçu l'aide au développement nouveaux médias du CNC, ce qui nous a permis de faire un premier projet avec Cellule Studio. Nous avons eu la chance d'être coachés par Michel Reillac, que nous tenons aussi à remercier. Et ensuite, entre les remarques de Michel et les différents ateliers que nous avons suivis au labo, nous avons modifié le projet de fond en comble. Et donc nous sommes prêts désormais à commencer à rencontrer les diffuseurs. Et merci de votre attention. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bravo. Je peux poser une question ou pas? Bah oui. Marc, ah ouais. Nord-Sud, c'est votre société de production? Ouais, moi c'est le Nord et Christian c'est le Sud. D'accord. Et vous faites du documentaire depuis... Là. Moi depuis 20 ans et lui depuis 67. Ouais, c'est bien. Depuis 67 ans? Non. Depuis 1967. Non, parce que c'était... 1967, pardon. Enfin, moi j'ai envie, voilà, on a envie de rentrer dans les maisons, quoi. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui vivent dedans. Bien sûr. Et c'est ça, les histoires qu'on sent, ce que vous disiez. Après, je pense que ouais, il y a vraiment un truc à faire. Et peut-être tout petit peu réduire le grand rêve de l'internet, des ambitions je sais pas comment le dire. Peut-être j'essaierai de discuter tout à l'heure. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment super. Merci. On vous l'avait envoyé d'ailleurs, vous vous souvenez pas? Si, je me souviens. Mais c'est vrai que c'est un projet qui a là aussi, comme un projet tout à l'heure, beaucoup bougé. Et je pense beaucoup bénéficié du passage par le labo. Et enfin, vous en avez pleinement profité. Il faut dire, parce qu'à force de... surtout avec Michel, il est dur. Oui. C'est traumatisant, mais c'est bien. Non, il a été très constructif, Michel, mais c'était très compliqué de changer tout le temps, de tout chambouler. Ouais. Merci beaucoup. Merci. La cabine. C'est à vous. Bonjour. Donc, je viens vous parler de la cabine, qui d'abord est un lieu in real life, où l'on recueille des témoignages en moins de 3 minutes, en vidéo et avec l'aide d'outils de précision. Celui-ci vient de ma cuisine. Donc il faut rester dans le cadre jusqu'à ce que ça sonne et impérativement sortir quand ça sonne. Ça peut paraître parfaitement absurde, mais ça produit des récits assez particuliers, cette petite contrainte. Et je vais m'imposer... Merde, pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis pas sûre qu'il marche parce qu'il est tombé. Bon.
Donc, je m'appelle Christine Bouteiller, je suis réalisatrice et monteuse de films documentaires du genre pas tellement 2.0. Alors normalement, je travaille avec les excellents Nicolas Boll pour la conception interactive, Igal Cohen et Sophia Assa pour la production, qui mettent régulièrement du plutonium dans leur DeLorean pour venir me parler des trucs géniaux qu'ils pourraient faire avec mes humatiques. Donc d'habitude, ce sont eux qui pitchent. Mais aujourd'hui, j'avais très envie de sortir de ma grotte pour vous rencontrer. Donc bonjour. Et pas pour pitcher, car vous l'aurez compris, je suis incapable de le faire. Donc voilà, si c'est pas clair. Mais donc pour partager une étape de travail, parce que ce projet, là aussi, a changé de fond en comble au fil de ces mois et d'accompagnement. En fait, on est actuellement en totale réécriture de projet, et d'où le nom pitch que je suis en train de vous faire. Donc en effet, après avoir imaginé une variété impressionnante de dispositifs interactifs, je vais vous expliquer après en quoi consistent ces vidéos, mais donc l'idée c'était de pouvoir effectivement naviguer entre ces différentes vidéos. On a imaginé des tas de trucs, de la fiction, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, on avait envie de revenir à l'essence du projet, qui est vraiment un projet documentaire tout simple, basé sur le témoignage, et qui a deux désirs initiaux. Moi, comme tous les documentaristes, j'ai passé beaucoup de temps à aller rencontrer des gens, à les faire parler devant ma caméra, et ensuite à me retrouver plus ou moins seule dans une salle de montage avec un monteur plus ou moins avenant. Voilà. Le premier désir, c'est d'abord de faire venir à moi des personnes qui ne sont pas sélectionnées pour qu'elles viennent raconter une histoire. Et de voir ce que peut provoquer cette rencontre, qui n'est pas prévue. Et ensuite, dans un cadre donc un peu particulier. Et le deuxième désir, c'est un rêve de cinéma participatif où les spectateurs contribueraient donc aussi à des constructions à partir de ces contenus, à leur organisation, à des voyages dans ces contenus. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes parce que je parle à des gens qui font du web documentaire, et c'est un petit peu la définition du webdoc, d'après ce que j'ai compris, du moins. Donc sur la base, ces constructions, j'aimerais qu'elles se fassent sur la base de leurs réflexions, mais surtout de leurs émotions et de leurs ressentis. Et en fait, le but, c'est peut-être avec le public de construire quelque chose qui serait une série documentaire, donc de sélectionner les meilleur film. Ah, j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. Bon, c'est pas grave, je vais tricher. Je vais tricher pour dire les deux petites choses que je voulais rajouter. Donc voilà, c'est d'aboutir à une série qui serait construite avec le public sur Internet. Donc voilà, il y a d'abord le recueil de témoignages. Le premier thème qu'on a abordé, c'est le téléphone. Donc on a enregistré 200 témoignages autour du téléphone dans un centre d'art contemporain qui s'appelle la Panacée à Montpellier, et aussi à Carcassonne dans un festival documentaire, un festival d'art numérique, pardon. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir développer d'autres thèmes. Et là, voilà, on réfléchit à des directions sur comment on pourrait aider les internautes à nous faire partager leur ressenti sur ces vidéos pour pouvoir créer, sinon une continuité, du moins une organisation. Vous allez voir un exemple donc par la suite. Là, vous voyez un fixe d'une vidéo brute, donc tournée sur fond vert, parce que l'idée du fond, c'est évidemment que chacun puisse projeter un ressenti ou quelque chose. Vous allez voir qu'on l'a fait avec des dessins. Voilà, c'est un peu le rêve du réalisateur de savoir ce qui se passe dans la tête du spectateur pendant qu'on lui montre une séquence qu'il a tournée pour lui. Donc voilà, là je ne peux pas vous en dire beaucoup plus maintenant parce que c'est vraiment là-dessus qu'on réfléchit. Je voulais remercier. Et que le temps est compté, malheureusement. Et que le temps est compté. Donc je vais lancer ma petite vidéo qui est très courte. Donc, un souvenir du téléphone. Je vais essayer de raconter tout le souvenir pour expliquer pourquoi c'est touchant pour moi. C'est que moi, j'ai connu encore les vieux téléphones en bakélite, donc sans mémoire. Donc il fallait évidemment retenir par cœur les numéros de téléphone auxquels on voulait appeler. Et puis, évidemment, avec les nouveaux téléphones, on a pu avoir un enregistrement des numéros de téléphone. Et surtout, des touches de raccourci. Donc, on pouvait préciser que telle personne
correspondait au numéro, pas 1, parce qu'il y avait toujours les boîtes vocales, mais 2, 3, 4. Et donc ça faisait une espèce de hiérarchie entre les gens. Et puis un jour, voilà, vous avez une histoire d'amour et vous mettez évidemment un numéro très important qui est ce numéro-là. Et puis un jour, cette histoire d'amour termine. Et donc, le numéro 2 disparaît ou est remplacé. Et il faut donc supprimer le raccourci. Et je vous assure, c'est terrible. Et donc, parce qu'on a l'impression, évidemment, en coupant le raccourci, qu'on coupe le lien. Et donc j'ai préféré changer de téléphone. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai vu le projet pitché par les camarades. Moi, je pense que tu devrais commencer ton pitch par ça. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Que c'est non, il y a un truc et je trouve ça bien que vous réfléchissiez encore, parce que je pense que c'était effectivement ça, il fallait changer des choses. Moi, ça me fait penser que c'est dans l'internet, tu vois, c'est l'internet beau, petit, intelligent. C'est les petites choses que permet l'internet. Donc voilà, il faut vraiment y aller. Et je sais pas, je me dis aussi qu'il y a un truc dans une en réel, dans une installation, quoi. Je pense que c'est ça qui fait marcher le truc, quoi. Ouais. Merci beaucoup, bravo. Et donc le dernier projet pitché est le projet Mesdames, Messieurs. Moi, je voulais commencer par un petit film, une petite archive de l'INA, que je ne vais pas vous passer en entier, je vais vous en passer juste une petite minute. Donc, je suis Valérie Gann et je suis l'auteur d'un projet qui s'appelle Mesdames, Messieurs. Et j'appuierai là. J'appuie là pour le lancer. C'est une archive de 1953, une actualité sur le salon, le salon des arts ménagers qui se déroulait au Grand Palais en 1953. C'est aussi un conte de fées. Alice dormait quand le rayon légendaire vint la chercher au plus profond du sommeil. On ne résiste pas aux invitations de ce genre. Le rayon la conduisit par des chemins étranges, dans des palais merveilleux. Elle s'en allait un peu seulette quand même, quand soudain, un monde étrange s'animait. L'aspirateur balayait le tapis volant des 1001 nuits. Désormais, Alice saurait balayer sans fatigue. Le Larousse s'ouvrait à la bonne page. Alice aurait toujours sous la main la recette utile. Un monde de mystérieux génies s'affairait, devinant les pensées, ordonnant une vie mécanique où Alice n'avait qu'à commander, réglant les feux du gaz de France pour sortir à point nommé les meringues ou le poulet demandé. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le principe. Mais pourquoi je vous ai montré cette ancienne actualité ? 1953, c'est pas si vieux. Après tout, il y a certains d'entre nous qui sont même nés en 53. Mais c'est pour vous montrer simplement à quel point la situation des femmes a changé en France et que c'est vraiment pour nous la révolution du XXe siècle. Et comme Internet est la révolution du XXIe siècle, on a choisi de lier les deux par un projet qui est un jeu web documentaire ou un pas serious game qui fonctionne de façon très simple. C'est un voyage dans le temps avec une machine à laver parce que pour l'instant c'est un petit budget, avec une timeline circulaire et non pas verticale ou horizontale, sur 4 générations de 20 ans en 20 ans. Donc on part en 40, puisque juste après la guerre, c'est le premier vote des femmes. Et on va jusqu'en 2020, parce qu'il faut imaginer l'avenir à court terme et que c'est intéressant aussi.
Donc vous êtes envoyé dans une époque au hasard, et vous voici par exemple femme en 1955, mais vous êtes un petit peu nue, donc vous avez des petits accessoires avec lesquels vous allez pouvoir habiller votre poupée. Et chaque accessoire va déclencher une archive d'époque, une vidéo, de l'audio, des pépites du web et des petits films comme celui que je vous ai montré. Je vous l'ai montré aussi pour vous dire que les archives qu'on va aller chercher sont plutôt des choses un peu décalées, un peu drôles, un peu nouvelles, que normalement certains internautes intéressés par le sujet auront envie de partager entre eux, ce sera possible. Et une fois que votre poupée, entre guillemets, est habillée, se déclenche un témoignage réel. Et on veut vraiment faire parler des gens de 20 ans à 80 ans. C'est-à-dire, là, par exemple, Martine Guérin, qui avait 20 ans ou 25 ans en 1955, parlera des relations entre les hommes et les femmes et de comment ça s'est passé à cette époque dans sa vie. Puisque vous, moi, on est hommes et femmes, on fait l'histoire et on fait Internet aussi. Donc vous pourrez aussi parler de vous. Par l'intermédiaire, là je vous montre juste un mur d'images, mais évidemment il y aura un forum contributif à la manière de, comme c'est un sujet qui intéresse tout le monde et que tout le monde a quelque chose à dire et qu'a priori le débat peut être très très vite enrichi, nous vous demanderons de donner votre expérience. Et on a créé également des jeux, des quiz, des tests. Alors un Publicitor, un Futuritron, alors ça c'est un égalitomètre pour que vous regardiez si dans votre famille, si votre grand-mère travaillait, combien d'enfants a eu votre arrière-grand-mère, si votre grand-père faisait la cuisine, pour voir où vous êtes sur l'échelle de l'égalité, à la fois par rapport aux autres joueurs et à la fois aussi par rapport à votre époque ou à l'époque de vos grands-parents. Et si vous voulez rejouer, tiens, vous voilà homme entre 60 et 80, ça c'est pas mal parce que c'est une époque assez militante et assez riche en changements. Alors vous allez peut-être vous occuper d'une crèche installée à la Sorbonne pendant mai 68 ou militer pour ou contre la légalisation de l'avortement. Vous allez tester les premiers cours d'éducation sexuelle à l'école. Et sur votre téléviseur, vous verrez une publicité réalisée par Agnès Varda pour le Tupperware sous forme de comédie musicale. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à ce jeu ? Pas grand-chose de concret, à part la satisfaction d'avoir vu le monde autrement, de voir à quel point les choses ont changé. On gagne un dialogue entre hommes et femmes, entre générations, évidemment, on espère. Le public cible, c'est évidemment les femmes entre 30 et 40 ans, mais nous aimerions aussi attraper les lycéens, les universitaires, les professeurs. Et nous en sommes, pour l'instant, nous avons une aide aux auteurs du CNC. Nous sommes accompagnés par une société de production de documentaires qui s'appelle Zadig. On a fait une collecte sur KissKissBankBank et l'argent de la collecte va nous permettre de faire un mini-pilote, une mini-expérience de 5 minutes qui sera un peu plus animée, on va dire, que ce que je viens de vous présenter, qui est un simple PDF à l'ancienne, très 20e siècle en fait. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis disponible pour toutes vos questions. Bravo, merci beaucoup. Je voulais préciser que je ne participe pas au prix SACD, mais je voudrais participer au prix du pitch le plus enrhumé de cette journée. Parce que normalement... Il t'est décerné à l'unanimité, je crois, de la salle. Non, c'est super. Pas grand-chose à dire. C'est cool que Zadig essaye de venir faire du web. Oui, je crois qu'il y avait déjà eu une tentative. Il y a longtemps. Mais il y a longtemps, voilà, ouais, ils reviennent. C'était en 2007, 2008. Ouais. C'est le retour. Ouais, c'est bien. Non, c'est chouette. C'est très cool. Voilà. Ah, mais si, c'est une forme de narration très moderne. Moi, je comprends les dessins. Je vois très bien. On voit où tu veux aller. On est dans une chose un peu décalée. On est au-delà du branché, quoi. C'est encore un autre territoire. Ah non, c'est pas l'idée, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, par contre, la question que je me posais, qui est la même question que se posait un des participants du labo, c'est le contributif, c'est-à-dire que après c'est un débat super intéressant sur lequel tout le monde a quelque chose à dire, mais après est-ce qu'il y a une vraie contribution autant sur Génération Quoi, ça a marché super bien, sur la contre-histoire des internets peut-être un peu moins bien, mais ils avaient quand même. Et sur un sujet comme ça, on ne sait pas si ça va être soit le déferlement, soit l'invasion des trolls, soit le grand silence. Soit le détournement. Ou le détournement. Ça peut aussi être une manière de le prendre de manière un peu pirate et un art, quoi. Mais on verra. Et sur KissKissBankBank, tu as récolté combien ? On a récolté 5 000 €, c'est ce qu'on avait demandé en fait, pour pouvoir payer quelqu'un en indépendant qui ferait un mini-site, une expérience de 5-10 minutes,
ce qui va nous aider à convaincre les partenaires, en fait. Merci beaucoup. Les discussions pourront se poursuivre dans quelques minutes au cocktail.